Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale spéciale Territoire d'info ce matin au lendemain de l'investiture d'Emmanuel Macron. Hier d'ailleurs qualifié globalement de sans faute par toute la presse. Vous le verrez dans la revue des unes de la presse quotidienne régionale tout à l'heure. C'est assez élogieux. Fini le président normal, un président régalien. Un peu comme il s'était défini lui-même pendant la campagne s'il devenait président. Et pour commenter, décrypter ces moments historiques et pour analyser les premiers pas de ce nouveau président Macron. Pour aussi examiner ses premiers défi, à commencer par la nomination de son Premier ministre. Eh bien, j'accueille ce matin Jefferson Desport de Sud-Ouest. Bonjour Jefferson. Bonjour Cyril. Bonjour Pascal Jalabert du groupe Ebra et du Dauphiné ce matin sur ce plateau. Et bonjour Michel Urvois, le directeur éditorial de Ouest France. Bonjour Michel, Cyril. Merci d'être avec nous. On va regarder tout de suite ensemble et peut-être commenter Jefferson Desport parce que vous y étiez, ces premières images du nouveau président, le départ du président sortant, l'arrivée du président Macron, nouvellement donc élu, un pas lent, mesuré, mais assuré. Oui, ben ce qu'on a vu, Cyril, hier, c'est qu'on a vu un président de la République déjà à l'aise dans le costume du président. Il l'a endossé tout de suite. Son prédécesseur, vous vous en souvenez, avait créé un doute très très vite. On se demandait s'il était à la hauteur, s'il avait pris la mesure de la fonction. Là, clairement, on voit un Emmanuel Macron qui connaît les lieux. Il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée, c'est pas rien. Il a été ministre, bien entendu, mais surtout, on sent qu'il est déjà très à l'aise dans le rôle du président. Il a incarné la fonction très vite et ses premiers mots ont été à cet égard assez significatifs. Alors, c'était réussi, en même temps, c'était les choses les moins difficiles. Désormais, à l'épreuve du pouvoir et de son exercice, Emmanuel Macron, il doit montrer comment il entend gouverner, Michel Urvois. Aujourd'hui est la première journée décisive. L'immense défi du président, vous titrez dans Ouest France. Bien sûr, avec le choix du Premier ministre, le choix du gouvernement et la constitution d'une majorité pour appliquer son programme. Ce qui m'a frappé dans la journée d'hier, à travers les signes qu'il a donnés, c'est qu'on est vraiment dans l'anti-Hollande. Les opposants à Emmanuel Macron n'arrêtent pas de dire que c'est le fils spirituel de François Hollande. Pas du tout, mais pas du tout. Je ne parlerai même pas du projet sur lequel il y a des différences, mais dans la manière de faire. Regardez, hier... De se positionner même. De se positionner. Il était presque. complètement dans le régalien. Il est dans une conduite verticale du pouvoir, dans une manière de communiquer qui n'a rien à voir. Il monte les Champs-Élysées dans un véhicule militaire. Un commande-car. On a là les attributs du pouvoir. En plus du costume, il y a le véhicule. Bon, c'est d'ailleurs la photo de votre une. Et au moment où Emmanuel Macron prononce un discours qui est un discours, une projection sur l'avenir, on a François Hollande au siège du parti qui est en train de défendre son bilan. Je trouve que ce choc des discours en dit long, sur la différence entre les deux. Pourquoi est-il allé au Parti socialiste qu'il laisse en miettes? Pourquoi est-il allé faire son bilan là, ce moment-là? Justement, Michel Urvois, on va écouter un premier extrait du discours du nouveau président lors de l'investiture à l'Élysée. Et ce nouveau président définit sa place dans le monde, celle de la France, et également use d'un vocabulaire très politique et très optimiste. On l'écoute. Le monde et l'Europe ont aujourd'hui plus que jamais besoin de la France. Ils ont besoin d'une France forte et sûre de son destin. Ils ont besoin d'une France qui porte haut la voix de la liberté et de la solidarité. Ils ont besoin d'une France qui sache inventer l'avenir. Le monde a besoin de ce que les Françaises et les Français lui ont toujours enseigné. L'audace de la liberté, l'exigence de l'égalité, la volonté de la fraternité. Or, depuis des décennies, la France doute d'elle-même. Elle se sent menacée dans sa culture, dans son modèle social, dans ses croyances profondes. Elle doute de ce qui l'a fait. Voilà pourquoi mon mandat sera guidé par deux exigences. La première sera de rendre aux Français cette confiance en eux, depuis trop longtemps affaiblie. Oh, je vous rassure, je n'ai pas pensé une seule seconde qu'elle se restaurait comme par magie le soir du 7 mai. Ce sera un travail lent, exigeant, mais indispensable.
Je convaincrai nos compatriotes que la puissance de la France n'est pas déclinante, mais que nous sommes à l'orée d'une extraordinaire renaissance, parce que nous tenons entre nos mains tous les atouts qui feront et qui font les grandes puissances du XXIe siècle. Pour cela, je ne céderai sur rien des engagements pris vis-à-vis des Français. Je ne céderai sur rien. Oui, je crois que Emmanuel Macron a tiré toutes les erreurs du début du quinquennat de François Hollande et je pense qu'il va continuer avec le choix du Premier ministre. On avait un François Hollande qui nomma Jean-Marc Ayrault, qui était un peu son double, son homme de confiance. Et là, on va voir un Emmanuel Macron qui nomme quelqu'un issu de l'autre camp, plus expérimenté que lui dans la vie politique, donc il va jouer la complémentarité. Là, on l'a vu très régalien hier. Aujourd'hui, ça va être les mains dans le cambouis. Je crois que la différence entre Emmanuel Macron et ses prédécesseurs, c'est que pour les autres, c'était un aboutissement d'arriver à l'Élysée après un long parcours, toutes les étapes, élu local, député, ministre. Lui, c'est un job de plus. C'est-à-dire il a déjà fait 3-4 jobs dans sa vie. Là, il a un job, il a une mission, il a un contrat. Et donc, je pense qu'il va se mettre au boulot dès ce matin. C'est vrai qu'il a été bien placé pour voir les erreurs du quinquennat de François Hollande, en tout cas au départ, Michel, on voit. Il était bien placé, puis je pense le garçon est assez intelligent pour les voir, même en étant mal placé. Vous savez, là. Mais l'anti-Hollande, oui, effectivement, ça se vérifie à travers le choix des personnes, du Premier ministre qui va être annoncé dans peu de temps, là. Et ça va se voir aussi dès ce soir à Berlin, parce que il y a 5 ans, François Hollande était allé à Berlin un peu en faisant croire qu'il allait pouvoir faire bouger les choses. Il était revenu très vite et très penaud. Là, c'est Emmanuel Macron qui est attendu à Berlin. Pourquoi ? Il a gagné en France en faisant applaudir l'Europe. Deuxièmement, il a un projet, notamment un projet budgétaire, où il baisse les dépenses courantes du pays, où il augmente l'investissement. C'est exactement ce qu'attend l'Europe. Et ce n'est pas une contrainte de notre part. Enfin, je veux dire, on n'est pas en train de se lier les pieds et les poings à l'Europe en faisant ça. Au contraire, c'est une chance de la relancer. Donc, cette orientation-là, elle est bien vue. Il va en position de force à Berlin. Un petit mot sur le discours hier. Vous étiez à l'Élysée, Jefferson Desfort. Lenteur du débit de voix, lenteur des pas, c'est quoi ? Il veut s'assurer des choses. Il incarne la fonction, c'est ce qu'on vient de dire sur ce plateau, il incarne tout de suite la fonction présidentielle, on va dire, il se présidentialise aussitôt. Et pour rejoindre ce que disaient Pascal et Michel, le contre-modèle, c'est François Hollande, clairement. Donc, toute son expérience dans ce gouvernement en tant que ministre et puis avant à l'Élysée en tant que conseiller, lui ont servi. Et il a vu de l'intérieur tout ce qui n'avait pas fonctionné. Et comme le rappelait Michel, quand on a au même moment François Hollande qui va au Parti Socialiste, moi un de ses conseillers, un de ses ex-conseillers maintenant de François Hollande me disait pourquoi il était là-bas ? Parce qu'il fallait bien qu'il aille quelque part. Donc c'est pour vous dire un peu voilà, ils sont dans un territoire où il n'y a plus vraiment, qui est en totale décomposition du côté du PS, et à l'inverse vous avez quelqu'un qui est là pour recomposer la vie politique, pour imprimer une nouvelle marque, et c'est clair qu'il arrive à Berlin avec une dynamique, c'est le président le mieux élu, et ça a été le candidat européen de cette présidentielle. Alors, vous parliez de son prédécesseur immédiat, François Hollande. Dans son discours hier d'investiture à l'Élysée, il est revenu et a rendu hommage à ses prédécesseurs. On l'écoute. Le monde entier sera attentif à la parole de la France. Parce que nous aurons su dépasser ensemble nos craintes et nos angoisses. Nous donnerons ensemble l'exemple d'un peuple sachant affirmer ses valeurs et ses principes, qui sont ceux de la démocratie et de la République. Les efforts de mes prédécesseurs en ce sens ont été remarquables et je veux ici les saluer. Je songe au général de Gaulle, qui œuvra pour redresser la France et lui rendre son rang dans le concert des nations. Je songe à Georges Pompidou, qui fit de notre pays une puissance industrielle majeure. À Valéry Giscard d'Estaing, qui sut faire entrer la France et sa société dans la modernité. À François Mitterrand, qui accompagna la réconciliation du rêve français et du rêve européen. À Jacques Chirac, nous donnant le rang d'une nation sachant dire non aux prétentions des va-t-en-guerre. À Nicolas Sarkozy, ne comptant pas son énergie pour résoudre la crise financière qui avait si violemment frappé le monde. Et je songe bien sûr à François Hollande, faisant œuvre de précurseur avec l'accord de Paris sur le climat
et protégeant les Français dans un monde frappé par le terrorisme. Voilà, ses prédécesseurs au cœur de cet extrait du discours. Oui, la continuité républicaine, le côté régalien, parce que les exemples qu'il cite, c'est quand même le président, représentant de la France, grand chef de la diplomatie, et puis... moi, je rends un gouvernement et droite et gauche, donc je rends hommage à tous les présidents qui m'ont précédé de droite et de gauche. Je ne suis pas l'homme d'un parti, je ne suis pas l'homme d'un camp, l'homme d'une famille. Je suis le président qui incarne la France, tant au niveau national qu'au niveau international. À l'inverse de François Hollande qui avait oublié Nicolas Sarkozy et qui ne l'avait pas raccompagné, vous vous rappelez, jusqu'au bout, jusqu'à la portière de sa voiture. Oui. Là encore, désolé d'insister, mais c'est encore de l'anti-Hollande. Bon, effectivement, il a cité ce qu'il a perçu de meilleur pour chaque président. Et s'agissant de Nicolas Sarkozy, là où François Hollande lui avait simplement souhaité bonne chance pour la suite, là, il a pointé son rôle dans la résolution de la crise de 2008. Donc, c'est le côté rassembleur, c'est le côté, je m'inscris dans la durée. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit côté de Jefferson Desport? Maintenant, je fais partie du club. Non, je pense, c'est pas ça. Je pense qu'il se place clairement au-dessus des partis. Il a besoin de donner ce message-là. Il y a des législatives qui s'annoncent qui peuvent être compliquées. Si jamais il y a un Premier ministre de droite qui sort tout à l'heure, si c'est Édouard Philippe qui est nommé, il a besoin justement de transcender, de dépasser les clivages, de dépasser les partis, de dépasser les familles politiques. En rendant hommage à tout le monde, c'est très habile, mais c'est surtout, il continue de prendre de la hauteur et donc de se présidentialiser. Et à cet égard, c'est encore une fois, c'est un petit signe parmi tous ceux qu'il a lancés hier, comme le gros signal envoyé aux forces armées, se remonter les Champs-Élysées dans ce véhicule militaire, aller ensuite rendre hommage aux soldats blessés au front avant de partir au Mali, vraisemblablement vendredi. À l'hôpital Bercy. Voilà, exactement. Donc tout ça, c'est vraiment très important. Et ce déplacement à l'hôpital Percy à Clamart, très tôt le matin, on nous dit il y a quelque chose dans l'après-midi, une visite personnelle, privée, qui aura, on nous dit, du sens. Personne ne sait encore ce qu'il est. Tout le monde pense à quelque chose d'un peu plus personnel. En réalité, il va rendre hommage à ces soldats parce qu'il avait dit que son premier déplacement serait aux forces armées. Et il y va sans presse, hein, il y va sans caméra en tout cas, Michel Urvois, rendre visite aux militaires à Percy. Je pense qu'il a aussi un grand respect des personnes et donc il n'avait pas envie que ces soldats blessés soient exposés au public, de la même manière qu'il a choisi d'aller vivre à l'Élysée parce qu'il n'a pas envie que ses voisins soient enquiquinés en permanence par les allées et venues et la protection autour on parle quand même d'une communication très maîtrisée. Hein, mais je pense que là encore, c'est une autre différence majeure. Avec François Hollande, là, les fuites et les confidences, il ne faut pas l'attendre. C'était fuite et confidences. Là, je pense qu'on a bien vu, on voit bien, pour le choix du Premier ministre ou des ministres, il n'y a aucune fuite, il n'y a aucune information. Il y a une différence majeure, si vous me permettez, Cyril, de fond, je trouve, entre les deux. C'est que François Hollande, il feignait de théoriser ce qu'il subissait. Et je pense que Emmanuel Macron, lui, son objectif, c'est de traduire ses concepts en actes. Vous parliez de François Hollande et du fait qu'il parlait beaucoup, y compris aux journalistes. Eh bien hier, juste après la cérémonie donc de passation des pouvoirs, le président sortant, désormais ancien président, a quitté l'Élysée pour se rendre rue de Solferino, au siège du Parti socialiste. Et pour parler, on l'écoute. Merci la France. Chaque fois que nous pouvons jouer notre rôle et signer à Paris, au lendemain des épreuves terroristes du 13 novembre, un accord historique sur le climat. Merci la France d'être toujours là pour faire avancer la cause de la planète. Oui, nous avons cette satisfaction que je ne veux pas rendre présomptueuse quand je sais qu'il y a encore tant de malheurs, tant de chômage, tant de difficultés. Mais permettez-moi de vous le dire, je laisse un pays, la France, dans un état bien meilleur que celui que j'ai trouvé. Un comparatif, Michel Urvois ? Alors c'est difficile de comparer parce qu'il y en a un, c'est l'homme du bilan et l'autre l'homme du projet. Donc on verra dans 5 ans pour le comparatif. Ce qui est frappant dans cette séquence-là, c'est que c'est François Hollande lui-même, une fois parti de l'Élysée, qui est obligé de faire son bilan puisqu'il n'y a pas eu de débat sur son bilan pendant la campagne, puisque le président sortant n'a pas pu être candidat. Donc, moi, c'est ce que je remarque le plus. Sur le fond, tout n'est pas faux.
C'est vrai que quand on regarde les données macroéconomiques, même la création d'emplois, elle est réellement repartie. Après, le taux de chômage n'a pas baissé ou pas baissé suffisamment parce qu'il y a des éléments démographiques, parce qu'il y a tout un ensemble de choses. Mais il y a plus d'emplois aujourd'hui qu'il y a 5 ans, clairement. Il y a un certain nombre de choses. La compétitivité s'est aussi améliorée. Pas toujours d'ailleurs dans le sens où on pourrait l'attendre, mais bon, elle s'est améliorée. La sécurité, François Hollande, il a fait ce qu'il fallait, ou ce qu'il pouvait en tout cas, mais ce qu'il fallait en matière de sécurité. Les interventions extérieures, où en serait-on s'il n'avait pas pris ces décisions très rapidement? C'était une question d'heure, souvenons-nous au Mali. Enfin voilà, il y a un ensemble de choses qu'il faut mettre à son crédit. Son bilan n'est pas bon, mais il ne faut pas lui faire porter tous les malheurs du monde. Pascal Chalbert. Oui, moi je reviens surtout sur le côté attentat sécurité. C'est vrai qu'il a quand même affronté des épreuves que n'ont pas eu ses prédécesseurs, puisque là on était carrément attaqué sur notre territoire et de façon violente. Donc en effet, il a un bilan. Moi ce qui me frappe, c'est quand même, il revient rue Solferino, c'est-à-dire que sa maison, c'est cette vieille maison socialiste qui est lézardée de tous les côtés. Il est passé directement de sa maison à l'Élysée, et avec tous les défauts que cela comporte. Quand on connaît le Parti socialiste, c'est la recherche de la synthèse, les courants, les frondes, les petits arrangements, et il a traité le PS comme un boulet pendant ces 5 ans d'Élysée. Et justement, Pascal, c'est qu'il y a la deuxième séquence, c'est que la première, c'est je fais mon bilan et je suis très content de ce que j'ai fait, et la deuxième, c'est j'invente le PS à se réinventer. Il y a eu 2 temps dans son intervention, et il rappelle que c'est toujours plus facile de contester. Là, c'est une critique directe aux frondeurs, et là, dans la recomposition de François Hollande, dans la recomposition du PS, François Hollande a déjà envoyé un signe en disant que il vaudrait mieux que le PS rassemble et fasse ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire une synthèse et un courant social-démocrate. Et là, on a un Benoît Hamon qui, lui, veut déjà créer un transcourant à l'intérieur de sa famille politique. On voit que les divisions sont toujours là, que le parti est toujours complètement choqué par cette lourde défaite de la présidentielle, ne s'en est pas encore remis. Et je pense que très vite, les regards vont se tourner vers les anciens proches, les proches de Hollande, Stéphane Le Foll en particulier. Et moi, on me disait hier, si Stéphane Le Foll gagne les législatives, gagne sa législative, s'il est réélu député, il pourrait être le prochain secrétaire du PS, et où on voit comment on pourrait reconstituer la Hollandie aujourd'hui orpheline. Il y avait quand même quelques messages un peu subliminaux dans l'intervention de François Hollande. Vous pensez, Michel Leroy, que lors de la passation, François Hollande a souligné auprès de son successeur les bons résultats qu'il lui laissait économiquement? Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Je note que Emmanuel Macron a demandé à la Cour des comptes un audit, donc je pense qu'il redoute quelques factures cachées, quelques factures différées. Je ne parle pas de choses qui pourraient intéresser la justice, que soyons bien clairs. Mais je pense qu'il y a des dépenses qui sont comprises dans des décisions déjà prises antérieures, et que Emmanuel Macron va devoir assumer. Donc c'est important de savoir lesquelles. Alors il va devoir assumer ce que vous dites, et puis on est dans les hypothèses maintenant d'un Premier ministre, et donc on rentre dans le dur pour lui. Oui, alors là où quand il faut faire une différence, c'est que François Hollande, c'est une synthèse permanente, une recherche de synthèse. Emmanuel Macron, même s'il y a de la droite et de la gauche, ce n'est pas une synthèse. C'est-à-dire, il y a un cap qui est fixé, il y a un projet qui est fixé. Je pense qu'on sait où on va. Hollande n'avait pas tout dit. Et la différence, elle est là. Et de ce point de vue-là, la nomination du Premier ministre qu'on attend ce matin va être un signe extrêmement important. Parce que alors, attention, parce que le Premier ministre, il y a quand même un objectif à court terme, c'est de gagner législative. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que contrairement à ses 2 prédécesseurs, il n'est pas sûr de gagner législative, et il ne sait pas de quoi sera faite sa majorité. Donc ça, c'est la première tâche. Le Premier ministre, c'est le chef de la majorité, ça va être un chef de campagne. Il faut quand même prendre en compte cette dimension. Mais chef de campagne? Oui, surtout Emmanuel Macron l'a dit, y compris dans sa campagne, il sera un président qui préside, et le Premier ministre devra gouverner. Il sera dans le respect clair des institutions, et on nous l'a encore dit hier, il aura une parole plutôt rare. Ce ne sera pas ce qu'on disait tout à l'heure, l'Élysée porte ouverte aux 4 vents, ce ne sera pas ça. Donc on aura plutôt un Premier ministre qui sera mis en avant sur la politique intérieure pour l'application du projet, et c'est pour ça que le choix est stratégique, parce que c'est vraiment lui qui va prendre la parole, c'est vraiment lui qui va être devant, et le président dans un rôle de hauteur. Donc on va retourner à un exercice classique des institutions. Mais le choix du nom est extrêmement important. Plusieurs noms circulent. Michel Leroy, Édouard Philippe, évidemment le député maire du Havre, Sylvie Goulard, députée européenne,
Une femme que nous avons reçue d'ailleurs sur ce plateau il y a quelques jours. Jean-Louis Borloo, François Bayrou. Quelle est votre hypothèse à vous ? Bon, je pense que c'est plutôt Édouard Philippe. Attention, on sera peut-être autour de 8 heures. Hein, là, je prends le risque de me planter, de me tromper. Mais je pense que d'abord, ce sera quelqu'un de centre droit. Pour des raisons de constitution de cette majorité. De stratégie électorale. Et de stratégie électorale. Donc, Édouard Philippe, de ce point de vue, a un avantage. Évidemment, une femme c'eût été mieux pour des questions de parité, puisqu'il s'est aussi engagé sur cette question-là. Sylvie Goulard a des compétences évidentes, mais principalement dans le domaine européen, et elle connaît moins la vie parlementaire française. Or, quand on est chef de la majorité, c'est important de bien connaître les codes, les réseaux, les hommes, les femmes. Et donc, oui, moi, je pense que c'est Édouard Philippe. Il y a une grande proximité de vue, même s'ils viennent d'horizons un peu différents entre les deux hommes. Je parle d'Emmanuel Macron et de lui. Édouard Philippe est quelqu'un de très bosseur. Il impressionne ses collaborateurs au Havre. Il a fait de bonnes choses dans la ville du Havre. La différence s'est vue en quelques années. Donc c'est quelqu'un qui... Il est passé par la case Rocard, si je veux dire. Oui, absolument. Mais il y en a beaucoup qui sont passés par la case Rocard. Ça lui fait un point commun avec Emmanuel Macron. Oui, absolument. Voilà. Absolument. C'est une petite connexion point assez... commun et un complément, parce qu'il a été maire d'une grande ville. C'est à la fois un point commun et voilà, et un complément. Il a succédé à un baron du gaullisme. Oui, il a été maire d'une grande ville, ce que Emmanuel Macron n'a jamais été. Donc c'est quelqu'un qui sait gérer une grande agglomération, une grande ville. C'est quelqu'un qui a une expérience parlementaire de 5 ans. Et puis c'est quelqu'un de 2012, récemment. Donc oui, normalement, il a le profil parfaitement à la fois complémentaire et de loyauté dont a besoin Emmanuel Macron. Et je me tourne vers Jefferson Desport, Bordeaux. Et oui, mais c'est surtout un proche d'Alain Juppé, donc ça coche une case de plus, parce qu'on est, ce que disait Michel, dans ce centre droit, cette droite modérée, humaniste, qui est totalement en rupture aujourd'hui au sein des Républicains. On sait qu'à cet égard, si Édouard Philippe est nommé, ce serait une revanche des juppéistes qui ont perdu la primaire de la droite, comme vous le savez, au profit d'une droite beaucoup plus dure, beaucoup plus à droite d'ailleurs, et qui ne se reconnaissait plus dans ce projet de François Fillon. Donc, avoir un juppéiste arrivé à Matignon, il y aurait un petit côté revanche, et cette case Juppé pourrait être importante. On a une petite musique du côté du maire de Bordeaux, là, vous qui habitez Bordeaux. Là, par contre, c'est pas parce qu'il y a un proche d'Alain Juppé qui arrive à Matignon que Alain Juppé va faire la campagne d'En Marche. Hein. Il a été très clair ces derniers jours en disant il y a en Gironde 12 circonscriptions, 12 candidats LR UDI, je les défends, et il rappelle que devant ces 12 candidats LR UDI, il y a 12 candidats En Marche. Pourquoi justement cette position un peu dure qu'on a notée la semaine dernière d'Alain Juppé ? Je pense que quand même, si c'est un de ses proches, un de ses lieutenants qui est nommé, il est quand même gêné aux entournures. Mais il ne faut jamais oublier que Alain Juppé est un légitimiste, un loyaliste à l'égard de sa famille politique. Il a quand même, à la fin de la campagne présidentielle, la campagne de Fillon, il a quand même fait le boulot du bout des lèvres, mais il l'a quand même fait. On ne pourra pas l'accuser de lui avoir savonné la planche, même s'il n'y croyait plus. Il avait eu des mots très durs quand il avait renoncé à cet égard. Il avait dit que c'était une élection imperdable et que François Fillon était en train de la perdre. Donc il ne peut pas non plus jouer sur les deux tableaux et dire trop franchement qu'il approuve cette nomination. On a compris qu'il y avait de gros défis qui attendaient ce nouveau président. Et justement hier, dans son discours à l'Hôtel de Ville, il est revenu sur les défis. Il a parlé de Paris, oui, bien sûr, mais aussi là-bas, à l'Hôtel de Ville, il a dit qu'il n'oubliait pas les fractures, notamment territoriales. Alors ça nous intéresse dans Territoire d'Info. Vous, messieurs, qui êtes les représentants de la presse quotidienne régionale, on regarde cet extrait à l'Hôtel de Ville hier du nouveau président Emmanuel Macron. Je n'oublie pas que ma charge est bien plus large. Je n'oublie pas les fractures qui parcourent notre pays, les colères qui se sont exprimées à de multiples égards, les doutes parfois, et tous ces territoires de notre République qui ne sont pas Paris, mais s'y reconnaissent un peu. Le défi des 5 prochaines années sera d'empêcher que notre pays ne se défasse en diffusant la réussite, en élargissant le champ des opportunités, en faisant en sorte, comme Paris y parvient magnifiquement, que la mondialisation et l'ouverture de notre pays profitent à chacun. Voilà le défi du quinquennat qui s'ouvre. Rassembler, entendre les peurs et y répondre. En tout cas, Pascal Jalabert, c'est étonnant, étrange, à Paris, à l'Hôtel de Ville de Paris, de parler de la fracture territoriale.
Je crois bien vu. Oui, Emmanuel Macron, il a bien regardé la carte électorale et il a vu que si Paris avait voté à 89%, je crois, pour lui, c'était pas le cas de tout le territoire. Donc, je crois qu'il a une idée d'organisation du territoire qui est un peu à la carte. C'est-à-dire qu'il ne voit pas la même organisation sur l'ensemble du territoire. Il va imaginer sans doute des péréquations, bien évidemment. Et là, l'Assemblée et le Sénat vont avoir un grand rôle à jouer parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcé d'organiser la métropole de Lyon ou la métropole de Bordeaux comme on peut organiser des territoires plus ruraux en Haute-Marne, en Haute-Saône. Donc, il n'y aura pas un migration territorial, mais il y aura quand même une réorganisation et elle est fondamentale par rapport à ces territoires qui se sont sentis oubliés. Parce que c'est un vote ils se sont sentis oubliés, il a voulu, depuis un symbole, l'hôtel de ville de Paris. Mais oui, mais il y a quelque chose de très gaulien dans cette problématique. C'est pas Paris et le désert français. Donc, je pense que Emmanuel Macron est très conscient de ça. Effectivement, il a bien regardé la carte électorale. Il imagine effectivement des adaptations à la réforme régionale pour donner plus de souplesse et permettre plus d'innovation dans chacune j'allais dire des régions, pas que des régions, puisqu'il offre la possibilité, veut offrir la possibilité à qui veut se regrouper de le faire. Enfin, voilà, essayer de trouver un modèle un peu pragmatique. Oui, ça vient en appui de son discours à l'Élysée où deux maîtres mots reviennent, c'est rassembler et réconcilier les France. Là, il l'a redit à l'hôtel de ville de Paris d'une autre manière en insistant sur la dimension territoriale. Et c'est aussi le président de tous les Français. Dans son projet, il y a en particulier 10 milliards d'investissements qui sont prévus pour les territoires. Je pense que ça vise bien sûr hors Paris. Et ça vise beaucoup l'agriculture. Le numérique. Voilà. Il a besoin d'envoyer ce message que c'est le président de tous les Français. Irriguer ces zones qui se sentent abandonnées et qui ont voté Front National. Et qu'est-ce que vous pensez que ça aura comme impact sur la législative d'avoir traité ces territoires-là? C'était un petit clin d'œil aux candidats là, dans ça va aider ces candidats. Ça va aider ces candidats. Il est clair que ces candidats ne peuvent pas arriver les mains vides dans des campagnes qui sont une sorte d'hybride de national et de local. Donc, il est aussi obligé de penser à cette dimension-là. Mais moi, je crois qu'on va avoir, là aussi, il faut s'attendre à de la nouveauté. C'est-à-dire, on ne va pas avoir une France avec 95 départements, 13 régions, tant de côtés de communes d'agglomération. On va être dans le pragmatisme et dans une organisation adaptée à chaque territoire. Alors, on va regarder ce matin quelle est la tendance de la presse quotidienne régionale avec les unes. On va commencer bien sûr par les premiers pas, la première journée. D'abord avec La Voix du Nord, vous le voyez, président. Et on peut dire que malgré son âge, Emmanuel Macron a rapidement adopté la posture présidentielle, a trouvé les mots d'un chef de nation. La prestos impressionne, c'est Mathieu Verrier qui écrit ça donc dans La Voix du Nord aujourd'hui. Mathieu Verrier, qui vous le savez, est un habitué de cette matinale d'info. Pour le Courrier Picard, c'est vraiment président. Et là, c'est Daniel Muraz qui dit, longtemps déconsidéré pour son jeune âge, son inexpérience politique ou sa prétendue inconstance idéologique, Emmanuel Macron a pour l'instant bien intégré la responsabilité républicaine suprême. C'est ce que vous disiez il y a quelques instants, Michel Urvois. Pour le Midi Libre, le temps du président Macron, avec une photo du nouveau président sur ce commande-car dont on a beaucoup parlé, et Jean-Claude Souléry, donc dans un journal proche du Midi Libre, qui est La Dépêche du Midi, même groupe. Il dit « Cette journée d'apparent consensus ne préfigure pas forcément d'un avenir où les clivages politiques seraient totalement apaisés. Les semaines qui viennent démontreront probablement les réticences partisanes qui persistent. » On le verra sans doute aussi ce matin à la nomination du Premier ministre, vous le disiez aussi tout à l'heure, à Jefferson Desport, à Michel Urvois et Pascal Jalabert. Donc La Dépêche dans les habits d'un chef d'État. Et donc c'est une même photo que pour le Midi Libre dans ce commande-car. Pour l'Union, c'est les premiers pas du président. Emmanuel Macron a promis dès son investiture hier de redonner confiance aux Français et de refonder l'Union européenne. C'est donc dans l'Union de Reims. Pour la Charente Libre, Macron, nouvelle ère. Il est devenu hier officiellement le 8e président de la 5e République et il inaugure cette nouvelle ère. Alors, tout commence, les premiers défis, c'est aussi la une de la presse quotidienne régionale ce matin, avec la nomination pour finir du Premier ministre, bien sûr. Tout commence pour l'Ardennais. Il a promis de redonner confiance et ça passe aussi par la nomination du Premier ministre. Pour la Provence, c'est « et maintenant », bien sûr. Et puis pour le Parisien, c'est « maintenant ». C'est un qualificatif qui revient souvent. Il faut que ça marche.
Voilà, il a endossé hier le costume de président, mais les choses sérieuses commencent. Pour le Télégramme, c'est dans le vif du sujet. Et puis, pour l'Écho, c'est le Premier ministre nommé aujourd'hui. Matignon pour la droite, c'est ce dont on vient de parler. C'est à peu près, pour vous, acquis qu'il y aura quelqu'un de centre-droite. Oui. Merci beaucoup, Michel Urvois de Ouest France, Jefferson des Sports de Sud-Ouest. Merci Cyril. Pascal Jalabert du Dauphiné ce matin, d'avoir été nos invités pour décrypter cette première journée et ces premiers pas du nouveau président de la République, Emmanuel Macron. On passe au zapping. Il y en a beaucoup à voir. La voiture de François Hollande entre dans la cour de l'Élysée, Emmanuel Macron entre dans la cour de l'Élysée. Après 8 heures de tractation, François Bayrou annonçait satisfait un accord pour les législatives. Un accord solide et équilibré qui n'est pas achevé parce que les équipes du mouvement En Marche nous ont demandé d'attendre demain pour la réponse. Il s'isole alors pour 1 heure d'entretien privé au premier étage dans le bureau présidentiel pour évoquer les affaires courantes. Pour faire un accord, il faut être 2. Voilà. François Bayrou a bien parlé d'un accord hier soir. Il a prononcé ce mot. Oui. Donc il y a eu un accord. Je suis en train, madame, de vous expliquer le contraire. Dernier pas sur le marbre du palais de l'Élysée et qui va vivre un moment forcément intense. Regardez cette émotion. Pourquoi cette émotion avec Gérard Collomb? Parce qu'il a été l'un des premiers à le soutenir. C'est un des premiers et effectivement... Les premières nominations sont tombées. Alexis Keller, 44 ans, est nommé au poste crucial de secrétaire général de l'Élysée. Bruno Le Maire, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il y va, il faut l'exclure des Républicains. Mais il n'y aura pas besoin de l'exclure parce que s'il y va, il s'exclut de lui-même. Philippe Etienne, 61 ans, actuel ambassadeur de France en Allemagne, est nommé conseiller diplomatique. Enfin, Ismaël Emelien, 30 ans seulement, devient conseiller spécial. Je convaincrai nos compatriotes que la puissance de la France n'est pas déclinante, mais que nous sommes à l'orée d'une extraordinaire renaissance. Un homme quitte l'Élysée en lançant un bon courage à la portière de sa voiture. Nous tenons entre nos mains tous les atouts qui feront et qui font les grandes puissances du XXIe siècle. 1 heure plus tard, François Hollande rejoint le siège du Parti socialiste rue de Solferino. Permettez-moi de vous le dire, je laisse un pays, la France, dans un état bien meilleur que celui que j'ai trouvé. Voilà, il échange quelques mots que malheureusement nous ne pouvons pas entendre d'ici. On t'aime. Chaudement applaudi. Depuis 10 ans, j'ai toujours été attirée par qui va devenir président. En 2006, j'avais été une des premières journalistes à suivre Barack Obama. Ensuite, il y a 1 an, j'avais repéré Donald Trump et j'ai fait la campagne de Donald Trump. Et là, j'ai eu envie de m'engager de manière citoyenne pour suivre quelqu'un qui, à mon avis, avait le sens de l'État. Vive Paris. Vive la République. Vive la France. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale ce matin, c'est Pascal Boitard. Bonjour. Bonjour. Madame la ministre, encore, puisque vous êtes ex-secrétaire d'État, donc chargée des personnes âgées et de l'autonomie, mais vous expédiez toujours les affaires courantes, hein, c'est ça l'expression consacrée. Bonjour, merci d'être avec nous. Pour vous interroger ce matin, à mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio et Gilles Leclerc pour Public Sénat. Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour Véronique, merci d'être là. Alors, Pascal Boitard, les premiers pas, le sans faute d'Emmanuel Macron, hein, c'est ce que souligne la presse quotidienne régionale ce matin. On a regardé les unes tout à l'heure, vraiment c'est quasi unanime. Vous en avez pensé quoi, vous, de ce sans faute? C'était solennel, c'est toujours un moment très important. Réussi, très réussi. Je pense que c'était plutôt réussi. Donc, est-ce qu'il s'inscrit dans les pas déjà d'un monarque républicain? C'est un peu la Ve République, donc que ce soit lui ou d'autres, c'est un peu l'esprit. Donc on va pas... Mais on ne vous sent pas enthousiaste? Enthousiaste, c'est une cérémonie indispensable parce qu'elle est pleine de symboles. Elle représente aussi très bien la Ve République.
Donc, c'est pas une critique, c'est un descriptif. Sur le fond du discours, tout de même, il y avait des messages politiques. Quand le nouveau président de la République dit réconcilier les Français sans céder sur les engagements pris durant la campagne, ça vous paraît cohérent? Vous, on sait que vous n'étiez pas forcément d'accord sur tous ces engagements, loin de là. Toujours pas, d'ailleurs. Toujours pas. Alors, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? C'est par exemple, c'est la réforme du Code du travail à venir, peut-être par ordonnance d'ailleurs? Moi, je souhaite que le pays réussisse. Donc je souhaite qu'il y ait des réformes qui réussissent. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire, d'ailleurs on en a fait l'expérience, on puisse faire des réformes avec une détermination sans dialogue. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les ordonnances, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura pas de dialogue. Ben si. C'est prévu par la Constitution. Enfin, oui, oui, bien sûr. Ah mais c'est prévu par la Constitution. Mais je pense qu'on peut... entamer d'emblée son quinquennat avec demander un vote au Parlement pour pouvoir faire des ordonnances, pour pouvoir modifier le Code du travail, moi je considère que ce n'est pas une bonne méthode parce qu'il y a différentes possibilités au Parlement, il y a des procédures accélérées et puis il faut du dialogue. Surtout en plus après ce qui s'est passé avec la loi travail. Donc les ordonnances, il y a besoin de retisser des liens de confiance. Et puis sur certains sujets, il y a des vraies questions. Revenir sur suspendre le compte pénibilité, par exemple, c'est une vraie question. Ça faisait partie des avancées de la loi du travail. Donc il y avait des contestations sur un certain nombre de points. Mais sur celui-ci, je ne pense pas. Très méfiante quand même, hein, c'est un peu ça. Je suis vigilante. Alors, est-ce que vous Mais je ne veux pas être dans le sectarisme, si vous voulez, une opposition stérile et stupide. Mais par contre, oui, je suis extrêmement vigilante et je suis extrêmement exigeante. Alors, ce qui va être important, c'est le choix du Premier ministre aujourd'hui. Hein. Le nom du jupéiste Édouard Philippe circule avec insistance. Est-ce que ça aurait du sens pour vous? Oui, ça a un sens, ça donne une couleur politique, oui, effectivement. Donc, avec des votes Non, mais quand vous parlez de dialogue avec un jupéiste, c'est possible? Vous qui venez vraiment de la gauche? Non, mais ça, je veux dire, c'est à eux d'en faire la démonstration, puisque la démonstration qui doit être faite aujourd'hui, c'est que la gauche et la droite, c'est la même chose. Moi, je ne le pense pas. Mais c'est la démonstration qui devra être faite. Si ça fonctionne ou pas. Moi, Édouard Philippe, j'ai rien à titre personnel contre lui, mais je sais ce qu'il a voté et ce qu'il n'a pas voté. On a compris que vous êtes dans l'opposition. Dans le dernier quinquennat. Donc peut-être vous êtes dans l'opposition. Il s'est passé quelque chose dans ce pays depuis ces dernières semaines qui font que tout a été bouleversé, que toutes ces personnes ont changé d'avis sur un certain nombre de choses, peut-être. Donc on verra. Mais pendant pendant la campagne, vous aviez dit, c'était en mars dernier, au Courrier Picard, je vous cite, « Ceux qui rallient Macron font le jeu du populisme ». Est-ce que vous pourriez répéter cette phrase aujourd'hui? Oui. Au fond, il a eu un score confortable, Marine Le Pen a eu un score important, certes, mais quand même contenu. Permettez-moi de vous dire, c'était pas Macron en particulier, c'était le fait d'utiliser, de dire, il n'y a qu'un vote possible pour empêcher Fillon face à Le Pen ou d'autres face à Le Pen, c'est de voter Macron. Et je peux vous dire que je rencontre encore aujourd'hui un certain nombre de citoyens qui en sont malheureux d'avoir été l'objet d'un double vote utile, une injonction dès le premier tour. Évidemment, au deuxième tour, les Républicains se sont rassemblés, si je puis dire, pour pouvoir faire barrage au Front National. Mais n'oubliez jamais le chiffre, le nombre de voix de Marine Le Pen au deuxième tour, avec 4 millions supplémentaires, le taux d'abstention record pour ce deuxième tour, dans cette situation-là. Les bulletins blancs et nuls. Et les bulletins blancs et nuls, et ce n'est pas rien. Donc, je crois qu'il faut avoir ça en tête avant d'être un peu trop péremptoire et justement avoir un peu d'humilité pour aborder cette période qui est extrêmement complexe. C'est pour ça que je ne souhaite pas, moi, être dans une gauche qui serait stérile et dans une opposition totalement stupide, mais je veux être dans l'exigence et la construction. Donc une opposition constructive, effectivement. Donc ça veut dire que vous seriez d'accord sur la moralisation de la vie politique. Là-dessus, vous adhérez à 100%. Mais on a comment dire, on a déjà fait... C'est toujours la gauche qui a fait ce travail-là. Et encore dans ce quinquennat, sur le non-cumul des mandats, vous avez bien vu le nombre de lois qui sont passées sur la transparence aussi des patrimoines et ainsi de suite. Mais dans la loi travail, par exemple, telle que Emmanuel Macron la conçoit, qu'est-ce qui vous dérange? Parce que vous aviez voté, vous aviez soutenu la première loi travail de Myriam El Khomri. Je vais vous dire, j'étais dans la loyauté, mais je peux vous dire, dans des réunions, j'ai dit que sur certains points, je n'étais pas d'accord. Solidarité gouvernementale. Et sur la première version, je l'ai dit, qu'on n'aurait jamais le soutien de qui que ce soit sur la première version qui était sortie. Parce que vous ne faites pas une modification du droit du travail sans les partenaires sociaux. Et au début, il n'y avait pas eu de dialogue. Il a fallu redéclencher le dialogue, déclencher même le dialogue, pour pouvoir avancer et avoir un accord avec un des syndicats d'ailleurs et quelques organisations autres.
C'est Pascal Boitard qui est... Donc, et je ne dis pas ça parce que c'est après, mais c'est la réalité. L'ex-secrétaire d'État qui expédie toujours les affaires courantes jusqu'à la nomination de votre successeur, qui est notre invité ce matin. Alors on a vu que François Hollande, juste après la passation de pouvoir, est parti directement rue de Solferino hier. Est-ce qu'il peut jouer un rôle, François Hollande? Est-ce que vous le voyez quoi? Dans l'opposition à Emmanuel Macron ou dans le soutien d'Emmanuel Macron? Je pense dans une forme de bienveillance à Emmanuel Macron, je pense. Je pense que c'est ce qu'il a exprimé hier. Et qu'est-ce qui restera de son quinquennat? Qu'est-ce qui restera? Moi, je pense que ce quinquennat a été aussi une période extrêmement troublée par des faits dramatiques, tragiques, et puis peut-être aussi sur une méthode qui n'était pas la bonne pour faire connaître ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait, de la manière dont on le faisait. Donc tout cela, moi je pense qu'avec le recul, on verra. Il y a eu de très nombreuses avancées, je pense par exemple des avancées sociales qui ont existé. Je peux vous dire qu'encore hier, sur le territoire, par exemple, des personnes qui ont travaillé depuis très très jeunes et qui pouvaient partir à l'âge de 60 ans, c'est pas rien. Surtout que ça concerne des personnes qui en général ont eu des emplois très pénibles, pas toujours très bien rémunérés, et que c'est au moins une prise en compte d'une forme de pénibilité aussi. Un bilan qui sera révisé à la hausse, selon vous. C'est ça, des avancées sociales. Dans ce contexte, comment vous voyez un peu l'avenir de la gauche, et en particulier quand même de la personnalité que vous avez soutenue à la primaire, Manuel Valls? Doit-il jouer un rôle, et quel rôle demain? Je pense que déjà, là, il faut qu'il y ait... Enfin, moi, j'étais un petit peu... voilà. Vous êtes en contact avec lui, là, régulièrement? Non. Donc, vous avez l'air... Qu'est-ce que vous... écoutez, moi j'ai une campagne à mener, vous voyez. D'accord. Chez vous, dans la Somme. Simple. Voilà. Je vais essayer de mener ce combat avec détermination. Je suis la seule femme candidate à ce jour. Alors, on va venir mais sur Manuel à Valls, votre campagne. Vous n'avez pas été au bout de votre phrase. Ça vous a gêné? Non, je n'étais pas d'accord avec lui sur cette stratégie. Je lui avais dit, il n'y avait pas de mystère. On s'est dit les choses sans animosité. C'est tout. On est en désaccord, Pascal Boitard, on va venir à votre campagne, mais sur l'état du PS, parce que vous dites ce n'est pas simple. Effectivement, ce n'est pas simple. Il y a Benoît Hamon qui dit qu'il va lancer son mouvement, un mouvement transpartisan. Il y a Anne Hidalgo, Christiane Taubira, Martine Aubry qui ont déjà lancé le leur. Donc le PS est mort selon vous? Non, pour moi, le PS n'est pas mort. Il doit par contre... Jean-Christophe Cambadélis dit le PS d'Épinay est mort. Eh bien alors qu'il en démissionne, s'il considère que c'est mort, et qu'il laisse à d'autres l'opportunité peut-être de redynamiser un petit peu cette grande maison chargée d'histoire, de valeurs et de combats. Dans votre secteur d'activité, ex-secteur d'activité, enfin encore pour quelques heures, qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à faire? Qu'est-ce qui vous a manqué? Est-ce que vous avez un regret à exprimer? Oui, j'ai un regret, c'est de ne pas avoir eu assez de temps. Parce que j'ai pris mes fonctions il n'y a qu'un an, parce qu'avant j'étais au droit des femmes. C'était de pouvoir travailler sur un statut pour les aides à domicile et sur les rémunérations des aides à domicile. Parce que c'est un travail extrêmement pénible, extrêmement dur et à la fois très valorisant. Et malheureusement, elles sont très peu payées et avec des statuts différents qui font qu'elles sont dans une forme de précarité assez forte. Et on va avoir besoin de 300 000 personnes comme elles dans les 10 ans qui viennent. À propos de statut et de droits des femmes, pardon, c'est cette transition. Emmanuel Macron ce sont 90% des femmes, les aides à domicile. Emmanuel Macron a annoncé que sa femme aurait probablement un statut à l'Élysée sans salaire. Est-ce qu'au fond, ça vous paraît plus clair, plus net? Est-ce que vous êtes favorable? Très honnêtement, je m'en fiche. Bon. Voilà. C'est clair. Non, mais une forme de représentation de la France à travers... oui, bien sûr, évidemment, c'est un symbole. C'est normal. D'ailleurs, hier, il y avait toute une polémique sur la façon dont elle était habillée, et ainsi de suite. C'est très, très sexiste, tout ça, d'abord et d'une. Et en même temps, on participe aussi à la vitrine de la France, au savoir-faire français. Donc moi, il n'y a rien qui me choque là-dedans, bien au contraire. Bon, après, les femmes ne sont pas des potiches. Je ne pense pas qu'elles le soient, elle entend s'occuper un peu des questions que vous... Mais elle a raison. Enfin, je veux dire, c'est une femme qui semble engagée et elle a raison de continuer ses engagements. Et sur votre champ de compétences, en tant qu'ancienne secrétaire d'État aux personnes âgées, les aidants, le statut des aidants, puisque vous avez parlé du statut des personnes à domicile et de mieux les rémunérer. Est-ce que là, il y a encore des choses à faire et est-ce que vous avez des frustrations? Parce que ça concerne quand même plus de 3 millions de familles en France. La loi que j'ai mise en œuvre, qui est la loi d'adaptation de la société au vieillissement, reconnaissait pour la première fois les aidants en leur accordant un droit au répit. Moi, je pense qu'il faut aller encore plus loin. Parce que les aidants sont très isolés finalement. C'est le travail des départements de faire ces repérages et de pouvoir mettre en place des politiques très, très particulières pour
pour de la bienveillance aussi vis-à-vis d'eux. Je rappelle toujours que les aidants auprès des personnes âgées, sont 30% d'entre elles décèdent avant la personne âgée dont ils s'occupent par épuisement. D'ailleurs, Emmanuel Macron, hier, je le cite, a dit « L'égalité face aux accidents de la vie sera renforcée ». J'imagine que ça, c'est quelque chose qui Bien vous, sûr, qui vous mais va bien, moi, je vais vous dire très franchement, tout ce qui ira dans le bon sens, si je suis réélue députée, moi, je le voterai. Quand je parlais d'une gauche constructive, c'est ça. Vous serez pragmatique. Mais bien sûr, parce que le pays en a besoin. Être dans des positionnements stériles, comme je le disais, et sectaires, n'apporte rien au pays, n'apporte rien aux Français. Par contre, moi, j'ai des convictions, je suis une femme de gauche, et je crois en des combats. Et donc, effectivement, je ne pense pas, par exemple, que d'amoindrir les normes sociales dans ce pays va apporter plus d'emplois. Donc, ça sera au coup par coup, vous regarderez chaque projet de loi. Exactement. Pour vous faire... Alors, c'est pour ça qu'à la fois, je ne veux pas être dans un groupe majorité présidentiel, parce que moi, je suis une femme loyale, et que je ne veux pas d'emblée dire je voterai tout comme ça. Mais je ne veux pas être non plus dans une configuration où je voterai contre parce que c'est eux qui le... Mais comment vous faites campagne, du coup, pour les législatives? Comment faites-vous campagne pour les législatives? Je dis ce que je vous dis. Parce que, oui. Je dis ce que je vous dis, mon suppléant est communiste, vous voyez. C'est un maire communiste, un conseiller départemental, parce que nous, vous voyez, on a le Front National qui fait son terreau et un autre populiste candidat. Et François Ruffin aussi. Un autre populiste, donc, qui font, et qui a du mal à faire la différence entre le Front National et le reste, d'ailleurs. Franck de la personne. Hein. Et qui, oui... Pourquoi vous faites oui comme ça? C'est Cannes à la campagne en ce moment là-bas. Bref, et qui, si vous voulez, travaille sur la misère qui s'est installée depuis une vingtaine d'années dans ce territoire pour en faire des voies. Donc on achète des voies avec des frites, des saucisses, des concerts. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en ce moment, la politique sur cette circonscription. Alors, moi, je vais vous dire, je ne fais pas partie de ce type de démarche politique. Je fais comme je l'ai toujours fait. Je dis les choses telles que je les pense, telles que je les vois. Je fais des propositions et je le dis très simplement. Ne comptez pas sur moi pour faire partie d'une gauche sectaire. Donc vous ciblez la France insoumise, vous ciblez votre adversaire François Ruffin, là, quand vous parlez comme ça? Mais je cible tous ceux qui participent du populisme. Et pour moi... Ça veut dire que vous mettez sur le même plan François Ruffin et Franck de la personne. Franck de la personne. Mais il procède, si vous voulez, des mêmes... Il procède de la même manière, et M. Ruffin s'est fendu quand même d'une tribune quelques jours avant le premier tour dans Le Monde, qui était édifiante. En disant qu'il y avait encore plus de haine de M. Macron. Vous avez vu son film Oui, je l'ai vu, oui. Vous avez pensé quoi? Moi, je n'aime pas, si vous voulez, ce qui rompt le collectif. Prendre une famille parmi 200 pour en faire un exemple de chantage. Parce que c'est ça, en fait, dans le film. Alors oui, c'est bien, il a peut-être débloqué cette situation pour quelques mois pour cette famille et les 200 autres. C'est pas son boulot en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, moi, je suis contente qu'il ait eu beaucoup de succès, il a dû avoir tout ce qui va avec ce succès. C'est-à-dire? Tout ce qui va avec, il a eu un César, tout ça, c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien. Parce qu'entre les deux tours, peut-être vous auriez des choses à vous dire, non? Je pense pas, non. Non. Bon. Vous avez une toute petite idée de qui vous succédera ou pas? Une petite confidence, là? Vous avez une idée? Non, aucune. Non, ok. On vous sent un peu frontiste, non? Nouvelle manière, nouveau genre? Pas du tout. Frontiste, c'est pas le terme exact. Face à Emmanuel Macron, et frondeuse. Non, je suis pas frondeuse, moi je suis responsable. Voilà, c'est tout. Et de gauche, bon, désolé. C'est peut-être pas à la mode en ce moment, mais je le revendique toujours. Vous pensez que c'est un positionnement difficile pour vous? Non, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est, si vous voulez, de défendre des idées, de convaincre. Et il y a toujours eu des périodes où c'était plus difficile d'être de gauche. J'en ai connu d'autres. Mais je reste qui je suis. Merci. Et ce que je suis. Pascale Boitard, pour quelques heures encore, secrétaire d'État chargée des personnes âgées et de l'autonomie et candidate donc dans la Somme aux législatives. Merci d'avoir été notre invité. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci. Voilà, j'accueille Jefferson Desport de Sud-Ouest et Pascal Jalabert du Dauphiné qui reviennent dans cette deuxième partie de la matinale d'info. Alors, on a senti Pascal Boitard, donc futur ex-secrétaire d'État chargé des personnes âgées et de l'autonomie, mal à l'aise. Hein. Elle fait
typiquement partie de ceux qui, évidemment, elle avait soutenu Manuel Valls aux primaires, se retrouve dans une position compliquée, y compris électoralement parlant. On le saurait à moins, Cyril, parce que elle avait soutenu Manuel Valls. Aujourd'hui, elle est plutôt en rupture avec lui. Elle ne soutient pas. Rappelez-vous, la semaine dernière, quand Manuel Valls fait cette interview et dit ce Parti socialiste est mort. Dans la journée, elle s'est exprimée. Elle a dit qu'elle était déçue. Elle ne cachait pas d'ailleurs cette déception. Mais surtout, elle dit voilà, la gauche n'est pas à genoux. Ce sont ses mots de la semaine dernière. Donc, comment faire tout le défi pour ce Parti socialiste, c'est comment exister maintenant à l'avenir, comment se projeter vers ces législatives avec une famille totalement divisée, totalement meurtrie par l'échec de Benoît Hamon qui lui veut partir de son côté. Les Valsistes, on ne sait plus trop où ils sont. Et il y a quelque chose d'assez symptomatique, c'est qu'au PS, il y a encore quelques jours, on ne savait pas quel mot utiliser pour définir sa future place dans la majorité, enfin dans l'Assemblée nationale. Est-ce que c'était majorité présidentielle? Est-ce que c'était opposition? Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord entre eux. Et il y a un mot qui est sorti du chapeau, c'est autonomie. Alors avec un François Hollande qui n'aide pas, parce qu'il est allé hier à Solferino après, bien sûr, les cérémonies on l'a vu, de passation de pouvoir, mais en même temps, il soutient Emmanuel Macron, en tout cas moralement, dès le départ. C'est compliqué pour même les gens issus de son gouvernement. Il est à l'image des socialistes, avec en effet Manuel Valls qui, il y a une semaine, fait le constat que le vieux Parti socialiste d'Épinay est mort, et puis qui, dimanche, commence à dire que Macron est un gros méchant, donc il se place dans une sorte d'opposition. Franchement, pour y retrouver ses petits, c'est pas évident. Moi, je crois que le danger de tous ces candidats socialistes aux législatives, c'est le même que celui qui a fait que Benoît Hamon n'a fait que 6%. Ils vont être pris dans un étau entre quand même un vote utile, légitimiste pour les candidats d'En Marche, et puis de l'autre côté, ceux qui voudront contester, ils ont la France Insoumise, ils ont le Parti communiste, ils ont le NPA, ils ont des Verts. Enfin, il y a un émiettement de la gauche comme on l'a rarement vu. Donc du coup, arriver avec l'étiquette PS, je vais être autonome, ça va être très compliqué. Surtout qu'en plus, il va y avoir il y a aussi des règlements de compte selon aux règlements de compte locaux qui sont pas piqués des verts, parce que vous avez aussi parfois des candidats socialistes qui ont eu l'investiture, mais qui sont un peu trop proches d'Emmanuel Macron par rapport aux instances fédérales, départementales, et qui pourraient mettre des candidats dissidents un peu masqués pour les faire chuter. Donc vous avez aussi une dimension de règlement de compte qui est pas à négliger. Et toute la difficulté pour ces candidats socialistes qui vont partir aux législatives, c'est finalement de retrouver leur identité. Mais quelle est-elle aujourd'hui? Ça, c'est vraiment très compliqué. Et alors avec, par exemple, les anciens ministres, c'était le cas de notre invité ce matin, Pascal Boitard, qui doivent défendre une forme de bilan tout de même du quinquennat Hollande. Mais on le disait en première partie, Cyril, le bilan n'a pas été défendu, vu que le président de la République qui incarne ce bilan n'a pas été candidat. Donc ce bilan a été volontairement passé à la trappe par l'ensemble des candidats, y compris Benoît Hamon, mais aussi Manuel Valls avait pris ses distances avec quand on était sur la primaire de la gauche. Donc celui qui va défendre son bilan aujourd'hui, c'est François Hollande, mais le sujet n'est plus là. Le sujet n'est plus là. Il y a un nouveau président de la République, des législatives à venir, et quelque part, le bilan de François Hollande, ça va être lui le seul qui va le porter. Alors la difficulté du candidat PS à cette élection, c'est que non seulement il n'a pas de bilan à défendre, mais il n'a pas de projet qui fait consensus et qui soit visible. Donc avec quoi ils vont y aller? Ceux qui ont un ancrage local peuvent s'en sortir en mettant en avant ce qu'ils ont fait localement ou leur bilan de députés. Et leur notoriété locale. Mais voilà, c'est leur seule carte à jouer. Ça, il va quasiment falloir qu'ils fassent une campagne d'élus locaux, ou alors pour certains de députés qui ont un peu brillé à l'Assemblée. Sur le projet du Parti socialiste, c'est quand même assez édifiant de voir que les principales mesures défendues par leur candidat à la présidentielle, Benoît Hamon, ont été supprimées. Plus de revenus universels, par exemple, ça c'est terminé. La sortie du nucléaire, tout ça c'est terminé. Alors le cas de Pascal Boitard, qui était notre invité, qui qualifiait Emmanuel Macron, elle disait qu'il faisait le jeu du populisme, elle a dit ça au Courrier Picard il y a quelques semaines. Ça ne va pas l'aider non plus pour les reports de voix. Je crois que dans sa circonscription, c'est très compliqué. Elle a un candidat France Insoumise, un candidat en Marche, elle a aussi un candidat Front National, etc. Donc elle est dans une configuration qui est vraiment très compliquée. Est-ce que sur son nom, elle pourrait être élue? On le verra. Maintenant, est-ce que Emmanuel Macron fait le jeu du populisme? Je pense que c'est quand même le président le mieux élu de la Ve République, excepté Jacques Chirac. Donc ça prouve quand même qu'il y a eu une adhésion, un élan. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a eu ce débat de l'entre-deux tours face à Marine Le Pen le 3 mai, qui a été quand même décisif, qui lui a fait faire une bascule importante et qui lui permet d'être beaucoup mieux élu que ça n'était prévisible. Donc, sur ce caractère-là, je pense que hier, Emmanuel Macron, lors de la passation de pouvoir, a quand même pris les habits du président, endossé tout de suite ce costume qui est quand même
pas simple à porter. Et quelque part, il a un peu mis tout le monde d'accord hier et évacué cette question-là. On a essayé au départ de l'interview politique de faire dire à Pascal Boitard qu'elle avait apprécié hier les premiers pas du nouveau président. Et elle a vraiment eu du mal, hein. Vous avez vu, Pascal Jalabert a adhéré en disant oui, c'était très 5e République. En gros, c'est assez classique. C'est difficile pour eux parce que ils ont été ministres en même temps que cet Emmanuel Macron. Et il va tous les laisser sur le perron. C'est-à-dire, sur le carreau. Voilà, ils vont tous rester sur le carreau. Il y a la personne qui va franchir la porte. Peut-être Jean-Yves Le Drian, et encore, si je crois qu'il n'en a pas très envie. Mais il y en a un seul sur les 32 ministres sortants qui a des chances de figurer au gouvernement. Donc c'est quand même un peu dur. Quand vous avez un ministre qui vient quand même de cette majorité... Voilà, donc ils basculent. Non, mais oui, tous, ils prennent 10 ans. Ils prennent 10 ans. Ils vieillissent 10 ans en un jour. Là. Ce qui est dramatique, c'est qu'ils ont eu tous les leviers. N'oublions pas que François Hollande est arrivé à l'Élysée en 2012. C'est le premier président de gauche après François Mitterrand. Ils ont eu 5 ans pour faire leurs preuves, 5 ans pour réussir. Et à l'arrivée, le président sortant n'a pas pu se représenter, il ne faisait plus l'unanimité dans sa famille politique, il était fortement décrié dans l'opinion, il est devenu le président le plus impopulaire de la Ve République, même si ce n'est pas lui qui a le plus rapidement décroché, parce que c'est plutôt Jacques Chirac qui avait décroché en 1995 dès le mois de juillet. Bref, donc ils ont des regrets, mais ils ont tout eu dans les mains. Ils ont des regrets, à la fin de l'interview, ils avaient tout regretté. Quand ils sont arrivés, ils avaient le Sénat, le premier parti politique de France, ils avaient le Sénat, les régions, les principales villes, l'Assemblée nationale en suivant et la majorité au Sénat. Ça avait compliqué pour François Hollande donc de redéfinir son bilan à la hausse. Il ne pourra pas faire le bilan de François Hollande. Je crois qu'il faut qu'il arrête de le défendre et qu'il laisse ça aux historiens pour dans 5 ans, dans 10 ans. Ça n'a pas l'air d'être son intention. Hein. Il a eu l'air de dire hier, je suis encore là. Mais je serai là. C'est déjà plus son époque. On est dans l'époque Emmanuel Macron. Les Français ont besoin d'autre chose, d'optimisme et de nouveautés. Tout ça a pris un coup de vieux, pour le dire très simplement hier. Tout ça a pris un vrai coup de vieux. Et il va falloir, quand il dit il faut que le PS se réinvente, imagine ce qu'il pourra porter, c'est totalement vrai. Merci beaucoup Pascal Jalabert du Dauphiné qui fait son retour sur ce plateau. On est ravis de vous avoir et merci Jefferson des Sports de Sud-Ouest. On passe au zapping, le premier zapping politique des matinales d'info qu'on regarde ensemble. La voiture de François Hollande entre dans la cour de l'Élysée, de Emmanuel Macron entre dans la cour de l'Élysée. Après 8 heures de tractation, François Bayrou annonçait satisfait un accord pour les législatives. Un accord solide et équilibré qui n'est pas achevé parce que les équipes du mouvement En Marche nous ont demandé d'attendre demain pour la réponse. Il s'isole alors pour 1 heure d'entretien privé au premier étage dans le bureau présidentiel pour évoquer les affaires courantes. Pour faire un accord, il faut être 2. Voilà. François Bayrou a bien parlé d'un accord hier soir. Il a prononcé ce mot. Oui. Donc il y a eu un accord. Je suis en train, madame, de vous expliquer le contraire. Dernier pas sur le marbre du palais de l'Élysée et qui va vivre un moment forcément intense. Regardez cette émotion. Pourquoi cette émotion avec Gérard Collomb? Parce qu'il a été l'un des premiers à le soutenir. C'est un des premiers et effectivement... Les premières nominations sont tombées. Alexis Keller, 44 ans, est nommé au poste crucial de secrétaire général de l'Élysée. Bruno Le Maire, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il y va, il faut l'exclure des Républicains. Qu'est-ce qu'il faut... Mais il n'y aura pas besoin de l'exclure parce que s'il y va, il s'exclut de lui-même. Philippe Etienne, 61 ans, actuel ambassadeur de France en Allemagne, est nommé conseiller diplomatique. Enfin, Ismaël Emelien, 30 ans seulement, devient conseiller spécial. Je convaincrai nos compatriotes que la puissance de la France n'est pas déclinante, mais que nous sommes à l'orée d'une extraordinaire renaissance. Un homme quitte l'Élysée en lançant un bon courage à la portière de sa voiture. Nous tenons entre nos mains tous les atouts qui feront et qui font les grandes puissances du XXIe siècle. 1 heure plus tard, François Hollande rejoint le siège du Parti socialiste rue de Solferino. Permettez-moi de vous le dire, je laisse un pays, la France, dans un état bien meilleur que celui que j'ai trouvé. Voilà, il échange quelques mots que malheureusement nous ne pouvons pas entendre d'ici. On t'aime.
chaudement applaudi. Depuis 10 ans, j'ai toujours été attirée par qui va devenir président. En 2006, j'avais été une des premières journalistes à suivre Barack Obama. Ensuite, il y a un an, j'avais repéré Donald Trump et j'ai fait la campagne de Donald Trump. Et là, j'ai eu envie de m'engager de manière citoyenne pour suivre quelqu'un qui, à mon avis, avait le sens de l'État. Vive Paris. Vive la République. Vive la France. Voilà, c'est la fin de cette matinale spéciale de Territoire d'Info au lendemain de l'investiture d'Emmanuel Macron, qui était qualifié, vous le savez, globalement à la fois d'historique mais de réussi. Donc merci de nous avoir suivis ce matin. On attend la nomination du Premier ministre dans les heures qui viennent et nous on se retrouve demain matin pour une nouvelle édition de Territoire d'Info. Bonne journée à tous, à demain.